Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Jason Paré et je suis très heureux de vous présenter un nouvel épisode de L'Étrange Programme, votre magazine consacré à l'étrange et à l'insolite. Au programme cette semaine, nous recevons Anne-Marie Boutillier, éditrice de la revue Clair-Obscur. En chronique, Alexandre Duguay nous parle de la réédition de l'album Leptade du groupe Harmonium. Frédéric Moreau revient sur l'adaptation théâtrale du roman 1984 de George Orwell. Finalement, Alexia Sotton nous présente un reportage sur le Mini Comic-Con de Montréal. Mais pour débuter, voici les étranges en bref. Executed. 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 Canada. Au début du mois, le magazine Vice présentait un reportage sur l'artiste torontoise Guilbeault Amani. Cette dernière a revisité le jeu de société Les Colons de Catane en ajoutant des alliés qui luttent ensemble contre les colons. Son objectif? Remettre en question l'expansion coloniale traditionnelle. Prochaine étape? Créer un jeu de Monopoly où on doit construire des logements sociaux. Russie. Un météore a illuminé le ciel de la Sibérie le 6 décembre dernier. D'après les médias russes, aucun dégât corporel ni matériel n'a été constaté. Si les autorités affirment que l'objet céleste n'avait pas plus de 10 à 15 mètres de diamètre, son entrée dans l'atmosphère a tout de même provoqué un bruit d'explosion suffisamment important pour déclencher de nombreuses alarmes dans les rues. Hey, la Sibérie! Même si ça avait été un météorite, là, probablement qu'il aurait gelé avant de toucher au sol. Japon! Un nuage parfaitement circulaire a été pris en photo à Fujisawa, une ville faisant partie de la préfecture de Kanagawa. Le nuage aurait été observé par une habitante de Fujisawa qui se présente sur Twitter sous le nom de Poppy. Selon des experts, il s'agit probablement d'un nuage formé par un vent ascendant en provenance des montagnes, particulièrement fort en cette saison de l'année. À moins que ce soit le nuage d'un Lakitu. Ben oui, les Lakitu, là, tu sais, les tortues qui chevauchent des nuages et qui lancent des hérissons dans Mario Bros. Non? OK. Mexique. On pensait jusqu'à maintenant que les plantes marines ne pouvaient compter que sur l'eau pour répandre leurs gènes. Mais pour la première fois, des chercheurs de l'Université nationale autonome du Mexique ont trouvé des preuves que les écosystèmes sous-marins ont des pollinisateurs qui transportent le pollen entre les fleurs. De la même manière que les abeilles, ces nouveaux pollinisateurs, qui prennent la forme de petits crustacés, seraient attirés par le savoureux pollen produit par les fleurs mâles. Je ne sais pas si on pourrait faire du miel avec du pollen marin. Tu sais, là, vu que toutes les abeilles sont en train de mourir, il va falloir trouver une solution de rechange. Non? États-Unis. John Glenn, le premier Américain à avoir effectué un vol orbital autour de la Terre, est décédé le 8 décembre à l'âge de 95 ans. Ce vol historique, effectué en 1962, était passé à 2 doigts de tourner à la catastrophe. Le système de pilotage automatique du Friendship 7 était tombé en panne après la première rotation autour de la Terre, obligeant l'astronaute à terminer son voyage en mode manuel. John Glenn est aussi considéré comme la plus vieille personne à avoir été dans l'espace. En effet, il a effectué un voyage en 1998 dans la navette Discovery à l'âge de 77 ans. Chine. Le TEB, un prototype de bus nouveau genre, long de 22 mètres et qui évite les bouchons en circulant par-dessus les voitures, avait été dévoilé au mois d'août dernier. Si la nouvelle avait fait le buzz à l'époque, il y a eu peu de développement depuis. Le TEB a été remisé dans son hangar et prend la poussière. Cette inactivité s'expliquerait entre autres par le départ des ingénieurs, partis travailler ailleurs, ainsi que pour des histoires de levée de fonds illégales qui viseraient l'investisseur unique Yuaying Kailai. Il me semble que ça serait pratique à Montréal. Avec ça, là, on aurait pu éviter le genre de carambolage qu'on a eu dernièrement. Je dis ça de même. Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'Étrange Programme sur Twitter ou sur tcftv.ca. On débute l'émission avec une chronique musicale. Alors, Alexandre, bonjour. Bonjour. Tu viens nous parler de quoi aujourd'hui? Je viens vous parler, je pensais pas parler de ça, je viens vous parler d'un album mythique de la chanson québécoise, Leptade d'Harmonium. Oui. La musique n'est pas étrange en soi.
Mais le concept qui est derrière. Mais c'est surtout ce qui entoure la conception de l'album. C'est ce qui m'intéressait. J'ai un peu accroché, en fait, parce qu'il y a quelques semaines, Serge Fiori et Louis Valois, des membres fondateurs, faisaient la promotion d'une réédition, d'un remixage et une remasterisation de l'album Leptade. Donc, qu'ils ont appelé Leptade XL, qui n'est pas pour extra large, mais bien pour 40, XL en chiffre romain. Donc, c'est ça, ils ont un petit peu abordé le concept de l'album, puis c'est ce qui m'a intéressé. C'est-à-dire que Serge Fiori et un autre membre du groupe, Michel Normando, à cette époque-là, étaient très intéressés par la numérologie, les religions. Donc, eux ont remarqué, en faisant des observations et des recherches, que le chiffre 7 avait une symbolique très importante dans toutes sortes de religions. Ben oui. Et ils s'intéressaient un petit peu à la numérologie. Ils ont joué un petit peu avec ça. Donc, déjà, le titre Leptade, ça veut dire un groupe de 7 choses ou de 7 personnes. Ah oui, En partant, oui, c'est ça. Je ne savais même pas que ça voulait dire ça. Donc, ils sont partis de cette idée-là. Bon, je suis allé faire une petite recherche parce que moi, je mets la numérologie, je trouve que c'est quelque chose pour moi qui est farfelu. Je pensais même pas parler de numérologie. Mais non, bon. d'accord. Mais c'est ça, j'ai fait une petite recherche. Puis, le chiffre 7, ça symbolise la vie intérieure. OK. Et ça va un petit peu avec ce qui se passe dans l'album. Donc, c'est une capacité de réflexion et d'analyse, de foi et d'engagement des idées. C'est toujours selon Wikipédia. Je ne sais pas si les sources sont assez valides, mais bon. Donc, ce qui manque, c'est un manque de compréhension, de nécessité de s'ouvrir au niveau de l'esprit. Et dans les côtés dominants du chiffre de la numérologie par rapport au chiffre 7, on a l'engagement dans un idéal, le perfectionnisme, l'indépendance, la créativité et la spiritualité. OK. Bon, donc... de quelle manière ils appliquent ça à leur album? Alors, c'est ça. Dans l'album, Leptade, c'est une espèce de voyage initiatique. Donc, c'est une quête spirituelle, si on veut, et on a 7 chansons qui sont 7 niveaux de conscience. Donc, on va de la folie à la sagesse, la première pièce comme un fou, vers la dernière comme un sage. OK. Donc, c'est vraiment sur ça que l'album se développe. Donc, c'est vraiment autour de cette thématique-là. Il y a combien de pièces au total? Bien, il y a 7 pièces, mais OK. les 7 pièces, oui, puis il y a 7 musiciens. OK. Mais les 7 pièces sont entrecoupées d'interludes orchestraux. Ouais. Donc, c'est Neil Chotham, qui à l'époque était un arrangeur, un chef d'orchestre, qui dirigeait l'Orchestre de Montréal et d'autres. Il est impliqué, en tout cas, au niveau de plusieurs orchestres à Montréal. OK. Lui aussi travaillait sur une pièce, juste un petit peu avant l'album Harmonium, sur un truc qui avait rapport aussi avec la numérologie, Pythagore et le chiffre 7. Fait qu'il y avait beaucoup de hasard, donc ils sont comme associés à partir de cette... Quand ils ont su ça, ils se sont mis ensemble et ont vraiment fait un travail d'équipe avec Neil Chotham qui fait des arrangements. Donc, les interludes orchestraux, c'est vraiment de la musique cinématographique. Ouais. D'ailleurs, l'an passé, à l'émission, je parlais des ondes Martenot. Oui. Je disais qu'on en retrouvait justement sur l'album Son Martenot, qui est un instrument assez particulier qui fait de la musique donc c'est un électronique. instrument qu'on retrouve dans les arrangements. Bon, là, je vois que tu as l'édition originale, tu as Oui, donc l'édition originale la de nouvelle 1976. La nouvelle édition, est-ce qu'il y a une grosse différence au niveau du son? Est-ce que ça a fait un clash pour toi? Voilà. Ben, moi, je suis toujours assez réticent en tant avec ma formation de musicien. Je suis assez réticent quand on parle de remastered, puis de remixage, tout ça. C'est un album avec lequel j'ai grandi. Moi, je suis né une semaine avant la sortie de cet album-là. Fait que j'ai vraiment grandi. C'est un album qui a joué chez nous. Je le connais par cœur. Ça fait partie de mon ADN. J'ai été un petit peu sceptique, mais vraiment, cet album-là, le remixage est fabuleux. Fantastique. Oui. Ce qu'ils ont fait, le travail de la voix, des guitares qui ressort, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Puis c'est un album qu'on doit vraiment écouter d'un bout à l'autre, qu'on ne peut pas écouter sans porter attention. Okay. Parce que c'est pas donné, là, ce que me semble, hein, la nouvelle... Ben, je pense que c'est autour de 30 la version okay. vinyle comme ça. Là. Je sais qu'il y a des coffrets avec les oui, il y a d'autres formats que le vinyle. Le vinyle est quand même assez abordable. Okay. Puis la pièce L'Exil, qui est vraiment qui est intemporelle, le texte, on lit ça aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tu restes avec nous? Oui, tout à fait. C'est le moment de l'étrange séquence. Alors, celle de cette semaine risque de vous donner mal au dos. Allons voir ça.
On reçoit maintenant l'éditrice et la directrice littéraire de la revue Clair Obscur. Alors, Anne-Marie Boutillier, bonjour. Bonjour, Jason. Alors, d'entrée de jeu, je veux t'informer, public, que j'écris régulièrement pour Clair Obscur, en toute transparence. Mais bon, c'est la dernière de l'année, on peut se le permettre. Voilà. Alors, Élise et Sébastien aussi, d'ailleurs. effectivement, deux de nos chroniqueurs sont aussi dans... On fait beaucoup d'échangisme avec l'étrange programme, finalement. On aime ça, les échanges. Pour commencer, qu'est-ce que c'est Clair Obscur? Bien, Clair Obscur, écoute, c'est une revue littéraire. C'est surtout axé sur la littérature, mais on fait aussi chronique cinéma, on a une BD à la fin, on parle d'art visuel, de jeux vidéo d'horreur. Finalement, tout ce qui a rapport à l'horreur, si c'est québécois, c'est encore mieux, se retrouve dans la revue, finalement. C'est ça. Il y a un site Internet où se retrouvent surtout des chroniques. Il y a aussi le format papier où il y a des articles, mais aussi, justement, des nouvelles littéraires. Exactement. Donc, consacrées à l'horreur. Qui a fondé le magazine, en fait, la revue Au Est-ce que c'est toi départ, qui es à l'origine de ça? non. Et non, je l'ai repris il y a presque 3 ans déjà. C'est l'auteur François-Bernard Tremblay, qui lui est situé au Saguenay. En 2007, il est parti la revue pour écrire plus, se mettre vraiment dans le bain plus de la littérature, finalement, puis pouvoir faire connaître des auteurs. À ce moment-là, c'était horreur et noir. On parlait aussi un peu de thriller, mais un peu plus trash. Nous, on s'est vraiment, vu que c'était notre passion première, on s'est vraiment concentré plus sur l'horreur. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre le relais comme ça? Un coup de tête, vraiment. Oh oui. Que tu regrettes? Non, pas du tout, pas du tout. Mais ça a été vraiment un coup de tête parce que dans le numéro 11, qui est le spécial fétichisme, j'avais publié une nouvelle dans le Clair Obscur. Et puis à ce moment-là, François Benoît m'avait confié qu'il n'avait plus le temps de s'en occuper. Il publie des livres, professeur, etc. Fait que moi, d'emblée, j'ai dit, hey, moi, j'aimerais continuer à faire vivre Clair Obscur, finalement. Ah, parfait. Il existe quand même plusieurs revues consacrées à la littérature de l'imaginaire. Oui. Donc, science-fiction, fantasy, etc. Pour ça, vous avez choisi de vous concentrer sur l'horreur. Est-ce que c'est parce que le genre est mal desservi par les autres revues? Bien, on en retrouve parfois de l'horreur, par exemple dans Brin d'éternité, moins dans Solaris. OK. Mais non, effectivement, c'était mal desservi. Il y avait des fanzines un peu plus obscurs qui publiaient beaucoup de textes français de France. Nous, on voulait ramener ça un peu plus québécois aussi, puis vraiment mettre en lumière des nouveaux auteurs, essayer d'aider un peu le genre, là, parce qu'on dirait que des fois, les éditeurs sont pas trop chauds là, à publier de l'horreur. Pour les revues, on parle toujours. Pour les revues, oui. Puis pourquoi tu penses qu'ils sont moins chauds à publier de l'horreur? Parce que l'horreur, ça peut être fantastique, donc ça touche au... Oui, ça à peut, la littérature ça peut être du imaginaire, fantastique exacerbé, là, si tu veux, parce que l'aspect de faire peur est plus développé. Non, je te dirais que l'horreur, c'est peut-être un peu plus niché là, comme public. OK. Autrement dit, il y a moins de monde. Fait que souvent, les gens veulent aller toucher un plus grand public possible et tout, mais nous, on a vraiment voulu... Mais en même temps, tu sais, l'horreur, ça touche quand même un plus large public. Parce que si je dis Stephen King, ou si je dis Patrick Sénécal, la plupart... C'est les deux seuls. La plupart des gens vont savoir Ouais. de qui je parle. Mais si je dis Jean-Louis Trudel ou Stanislas Lem en science-fiction, là, on Voilà. sait moins de qui je parle. Donc, me semble quand même que Ben, l'horreur, ça c'est quand même un genre commence, là. plus populaire, qui touche un plus large public que la science-fiction, par exemple. Peut-être pas la fantasy, mais que la science-fiction, par exemple. Pas du tout. Non? Pas du tout, non. En fait, si tu remarques les événements, les publications, si on te demande de nommer des romans d'horreur québécois, en fait, là, tu vas chercher, là, peut-être toi moins, là, mais monsieur, madame, tout le monde va nous nommer Patrick Sénécal, et c'est tout. C'est souvent, les gens demandent, est-ce autre chose qui ressemble à Patrick Sénécal, etc., qui lui-même veut se détacher de l'horreur, d'ailleurs. Là. Ouais. Non, il y en a vraiment pas beaucoup. Tandis que si on regarde les publications, par exemple, chez À lire, il y a beaucoup plus de science-fiction et de fantastique. Mais c'est pas nécessairement le meilleur vendeur. Pas mal, oui. Ouais, OK. Oh oui, tu seras surpris. J'ai entendu dire de sources sûres que la formule allait probablement changer au niveau du magazine. Qu'est-ce que tu prévoyais faire tout à fait. en termes de changement? Ce qu'on va faire, en fait, c'est se concentrer pour le côté publication papier. On va se concentrer plus sur les nouvelles. Autrement dit, ça va être une anthologie annuelle, une fois par année, en format livre, vraiment, parce que c'est vraiment un format plus revue, là. Donc, une fois par année, on va essayer d'en avoir peut-être 10 ou 15 nouvelles et on va garder tout ce qui est chronique
de jeux de société, jeux vidéo, art visuel, critique, tout le kit. On va garder ça pour le site web qui a pris vraiment beaucoup plus de popularité qu'on pensait. C'est une belle surprise. Ouais. Donc, on va se concentrer sur faire un plus gros site web, rajouter des chroniqueurs. D'ailleurs, on cherche des chroniqueurs, s'il y en a qui sont intéressés. Et tout ce qui est aspect plus littéraire, ça va être une anthologie. Vous ne cherchez pas seulement des chroniqueurs, vous cherchez également des textes. Là, il y a 2 appels qui sont en cours. Oui. C'est quoi les thèmes et les dates de tombée? Donc, on a Eros, autrement dit de l'horreur érotique, OK. et Hôpital. C'est vraiment parce que je travaille dans un hôpital. Et puis, je trouve qu'il y a vraiment là, beaucoup de possibilités. Donc, les asiles abandonnés, etc. Là. Donc, oui, ça va être prolongé pour Hôpital. On ne sait pas encore jusqu'à quand. Par contre, Eros, jusqu'au début de l'été, finalement, là, jusqu'au mois de mai, on va annoncer ça. De l'exclusivité. On va annoncer ça. Et on sort aussi la semaine prochaine un e-book gratuit qui contient 5 nouvelles d'horreur publiées dans les anciens numéros, dont une nouvelle d'Élise Lucien Répin, qui est chroniqueuse ici. Et donc, ça va vraiment pour faire connaître aux gens le style de clair-obscur, qu'est-ce qu'on aime publier et lire en tant que lecteur. Là. Donc, c'est le thème Eros qui va être publié en première anthologie. Voilà. Et ça sera ensuite Hôpital pour une anthologie suivante. En plein ça. Parfait. Puis là, il reste quand même un numéro dans ce format-là qui va sortir en février, c'est ça? Oui, le 18 février, on fait un lancement, comme on fait souvent, avec la revue Brin Éternité, au bar La Mer à boire sur Saint-Denis. Donc, c'est vraiment très, très convivial. Il y a plusieurs personnes, plusieurs auteurs qui sont là, on jase, on boit. C'est très sympathique. C'est à noter dans notre calendrier. Alors, absolument. Merci beaucoup pour ta présence. Merci à toi. Alors, c'est maintenant le temps d'aller à la pause. Revenez-nous tout de suite après pour le reportage de la semaine. De retour à l'étrange programme, c'est maintenant le moment du reportage de la semaine. Alors Alexia, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu viens nous présenter cette semaine? Je viens vous présenter le mini Comic-Con qui a eu lieu au Palais des Congrès de Montréal. Ah oui? Ouais, et ça valait le détour pour le choix d'idées cadeaux qu'on a pu y trouver, puis les beaux costumes aussi qu'on a Oui, croisés. juste avant le temps des fêtes, c'est parfait. Ouais. Et là, contrairement au grand Comic-Con, c'est gratuit? Oui, exactement, c'était gratuit, donc c'était vraiment pour venir magasiner à temps pour les fêtes. Parfait. Bon, ben allons voir ça. Profitant du temps des fêtes, le Comic-Con organise le Mini Comic-Con, un événement gratuit parfait pour trouver le cadeau idéal pour votre geek préféré. Cliff, bonjour, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est un Mini Comic-Con? Le Mini Comic-Con, c'est à cause que premièrement, c'est une très petite salle qu'on prend, à comparer au gros Comic-Con du mois de juillet, qu'on prend tout le palais des congrès au complet. Pourquoi que ça existe, le Mini Comic-Con? Dans le fond, c'est qu'on voulait retourner dans le passé et faire les vieilles conventions, les petites conventions qu'on faisait dans le temps, où que c'était juste des vendeurs de matériel geek et des artistes locaux. Le nom de mon BD s'appelle Blythe, puis ça raconte l'histoire de 2 extraterrestres de 2 races complètement différentes qui sont forcés à aller à une école ensemble. Juste de finir ma 2e, puis je suis à moitié sur ma 3e. Ça me prend 1 an à en faire une. Je fais à peu près 3 à 4 pages par mois, mais à cause que je veux absolument la faire toute en couleur, puis c'est moi qui le publie, puis c'est moi qui fais tout, ça prend le temps que ça prend. Et alors, c'est un genre de mini-marché aux puces. Est-ce que vous profitez du temps des fêtes pour l'organiser? Oui, un mini-marché. Je ne veux pas dire mini-marché aux puces. Un mini-marché pour profiter des temps des fêtes parce que c'est idéal pour les gens qui sont geeks comme moi, qui sont difficiles à acheter des cadeaux que tu ne trouves pas à les gros magasins. Ici, tu vas les trouver parce que c'est un petit peu plus exclusif. Madeleine, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait votre organisme? Alors, on est un groupe de cosplay, de costumadiers. On participe à des conventions, des comic-cons pour ramasser des fonds pour des organismes. Aujourd'hui, on supporte Suicide Action Montréal. On peut aussi supporter des sociétés contre le cancer du sein.
Alors pourquoi aujourd'hui la cause du suicide est mise en avant? C'est que personnellement, c'est une cause qui tient très à cœur à Wolverine. Son beau-frère, André, si je ne me trompe pas, s'est enlevé la vie pendant qu'on était à une convention à Saratoga. Alors c'est ça que c'est venu nous chercher. On essaie de le supporter, là, justement, lui et sa famille. Et on a voulu là, lui rendre hommage là, justement là, en soutenant la cause, soutenant Suicide Montréal. Et quel genre de produits on trouve? Un petit peu de tout. Le bande dessinée, il y a plusieurs vendeurs de bande dessinée, des comic books américains. Il y a des jouets, que ce soit des jouets de Star Wars, de Transformers, quoi que ce soit, des statues, du linge, des costumes. Il y a même des produits à barbe. J'ai vu qu'il y avait des produits à barbe. Vous seriez un bon client pour ça? Oui, un très bon client. Tout à l'heure, je vais faire mon tour. La prochaine édition du Grand Comic-Con aura lieu du 7 au 9 juillet 2017. On parle maintenant de théâtre avec Frédéric. Alors, salut. Salut, ça va bien? Oui, toi. Oui, très bien, très bien. Tu viens nous parler aujourd'hui de 1984. Oui, 1984, en fait, qui est adapté en ce moment au Théâtre Denise Pelletier du 9 novembre au 16 décembre. Je n'ai malheureusement pas pu m'y rendre, alors je m'y rendrai dans les prochains jours. Mais donc, parlant de 1984 un petit peu, pourquoi ont-ils voulu faire ça, les créateurs qui ont parti cette production-là? Parce que 1984, au départ, c'est un livre. Tout à fait, un livre de George Orwell que vous avez peut-être lu dans vos lectures obligatoires au secondaire, n'est-ce pas? Ben moi, c'était pas obligatoire, mais je me souviens d'avoir lu au secondaire, effectivement. Là. OK. Ouais. Première incursion, Jason? Oui. Non. Non? OK. J'ai vu le film, mais j'ai pas eu le livre. OK. Alors donc, c'est un petit peu dans cette idée de lecture obligatoire que Guillaume Corbeil et Edith Patnaud se sont liés. Guillaume Corbeil faisant la traduction de l'adaptation du texte original de Robert Icke et Duncan Macmillan. Donc, c'est une adaptation anglaise. Une pièce qui avait été présentée justement en Angleterre? Oui, ça? tout à fait, effectivement. C'est une pièce qui date d'il y a longtemps. Est-ce que c'est une adaptation qui est assez récente ou qui date de... C'est assez récent, OK, en fait. OK. Ça a été joué assez récemment en Angleterre et assez récemment ici. Oui, oui. Donc, Guillaume Corbeil a traduit cette langue excessivement difficile aussi, cette langue très science-fiction. Et d'ailleurs, c'était une aventure pour lui, la fameuse novlangue. Oui. Et Edith Patnaud, donc, l'a mis en scène. J'ai fort hâte d'aller le voir, puisqu'il disait justement que c'était une lecture obligatoire marquante pour les deux. Et c'est d'ailleurs ça qui les a incités à adapter naturellement sur scène 1984. J'ai pas lu le livre, mais j'ai vu la pièce, par exemple. Tu as vu la pièce? Ben oui, j'ai vu la pièce. Et j'espère que tu as aimé. Oui, j'aimais ça, oui. Oui, avec ce double regard aussi, à ce qui paraît, sur les acteurs, puisqu'on voit très peu d'acteurs de face. On a toujours ce discours. En fait, c'est qu'il y a une caméra qui suit les acteurs tout au long de la pièce, qui fait partie de la pièce. En fait, c'est un des acteurs qui manie la caméra sur une espèce de dolly. Alors, c'est des roulettes. Et il y a un écran qui, j'imagine, représente Big Brother, donc qui nous montre ce qui est filmé par la caméra, ce qui nous amène à regarder plus l'écran que la scène. Ça, c'est intéressant pour le concept, mais en même temps, est-ce qu'on était vraiment devant une pièce de théâtre? Oh! Mais quand Il y même avait dans une mise en scène l'étrange, filmique. Ouais, c'est ça. Mais continue. ça fonctionne. Et bien, justement, 1984, ce roman publié en 1949, qui est encore aujourd'hui extrêmement pertinent avec le personnage de Winston Smith, qui, dans la pièce, était joué par Maxime Godette. Oui, c'est celui qui faisait, entre autres, l'épine dans Polytechnique. Tout à fait, effectivement. Donc, qui est au mystère de la vérité, chargé de réécrire l'histoire et qui se prend d'amour pour Julia, qui veut justement essayer de voir ce qu'il peut faire pour pouvoir essayer de s'en sortir. Donc, on a utilisé ce roman-là aussi dans l'idée on le trouvait excessivement actuel pour la société d'aujourd'hui. Oui. Naturellement, dans l'idée de l'écran dont tu faisais allusion, avec cette idée de nos cellulaires, est-on entouré de technologie au complet et à quel point ça va nous influencer, nous, et à quel point on est facilement traçable aujourd'hui
donc dans tous nos déplacements, dans tous nos mouvements. Donc, Ouais. c'est ça aussi qu'il trouvait intéressant de faire à l'intérieur de cette adaptation-là. Il trouvait aussi intéressant ce clin d'œil à la société du divertissement aussi, pour pouvoir oublier tout ce qui est de l'histoire, pour pouvoir oublier tout ce qui est du langage aussi. C'est l'immédiat, c'est le présent qui est important dans 1984, un peu aussi dans nos médias d'aujourd'hui. Exactement, exactement, tout à fait, à l'image des médias aujourd'hui. Alors, Parfait. donc, On rappelle que George Orwell, c'est aussi lui qui avait écrit La ferme des animaux, Alors, exactement. dans les deux cas, c'est des fables qui sont allégoriques, si je peux dire, puis qui, je pense, qui sont toujours actuelles, effectivement. Oui, et dans le réseau des fables allégoriques aussi, dans d'autres lectures, il y a Fahrenheit 451 aussi, qui est pas du tout sans rappeler George Orwell et 1984 C'est aussi. qui l'avait écrit, Fahrenheit? Fahrenheit 451, Rick Bradbury. Voilà, parfait. Bon, ben merci beaucoup. Merci. Merci à toi aussi, Alex. Plaisir. Alors, c'est ce qui met fin à notre émission ce soir. On se revoit la semaine prochaine.